Bien. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cet entretien à plusieurs voix, on va dire 3 voix sur le web, à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix sur le thème « L'après-Covid, quel monde voulons-nous bâtir ?» Alors, permettez-moi de me présenter tout d'abord. Je m'appelle JVEP, pour Journée internationale du vivre ensemble en paix. L'idée de cette journée est née il y a de très nombreuses années, donc on va dire qu'elle a germé dans l'esprit d'un homme, le Cheikh Khaled Bentounes, qui est le président d'honneur de Aïssa ONG International. Avant ma naissance, un immense travail de préparation a eu lieu, a été nécessaire, car il s'agissait en fait de s'adresser aux plus hautes instances, donc les Nations Unies, avec un dossier, avec une démarche, et il a fallu pas moins de 4 ans, 4 années complètes de travail de nombreuses personnes, notamment des adhérents et adhérentes de Aïssa ONG International, mais pas que, il y a eu aussi de nombreux partenaires, des signataires, il y a eu des personnalités ici présentes, que je citerai tout à l'heure, qui ont encouragé qui ont donné leur signature et qui ont encouragé cette initiative. Et en fait, l'aboutissement a eu lieu le 8 décembre 2017. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'historique, qui sera un peu long, mais j'aimerais quand même citer quelques éléments. Au Forum de Cordoue, le 16 mai dernier, M. Jacques Morillon s'est exprimé en disant, je le cite, « Lorsqu'on connaît les arcanes de la machinerie administrative des Nations Unies, ce parcours et ce qui en résulte constituent quasiment une preuve de l'existence de Dieu. Cela, pour souligner d'une part la difficulté que les nombreuses personnes qui ont œuvré ont dû surmonter pour faire aboutir ce projet, mais surtout, c'est pour montrer, témoigner que c'est possible. » Voilà. Donc, cette journée internationale du vivre ensemble en paix a été adoptée par voie de consensus des 193 pays qui siègent à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, si je reviens à moi, je suis venue au monde le 8 décembre 2017, mais mon réel anniversaire, c'est le 16 mai de chaque année. Donc, aujourd'hui, j'ai 3 ans, j'ai appris à parler et je peux déjà être très fière de tous les efforts mobilisés par la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Citons, par exemple, les nombreux, très nombreux collectifs JVEP qui se sont constitués à travers le monde, dont le collectif qui organise la table ronde à laquelle nous participons aujourd'hui. Donc, partout dans le monde, il n'y a pas un continent où il n'y a pas un collectif JVEP, notamment Genève, là, c'est très actif. Il y a eu des congrès internationaux en lien avec cette journée. Je citerai le colloque sur les mathématiques et le vivre ensemble en 2018 de la Commission internationale pour l'étude et l'amélioration de l'enseignement des mathématiques. Donc ça a été un thème très fort, lié les mathématiques au vivre ensemble, sous l'égide de cette JVEP. Il y a de nombreux projets durables. Je citerai en particulier des projets liés à l'éducation. 9 écoles de la paix ont été ouvertes en Algérie. Donc, on enseigne la culture de paix dès la maternelle dans 9 écoles qui ont ouvert ces dernières années. Il y a une école en réflexion à Casablanca. Et il y a surtout une école publique aux Pays-Bas qui vient d'obtenir en juin dernier une accréditation et qui ouvrira ses portes en 2022. Et bien sûr, il y a l'adhésion de nombreuses institutions internationales. Je citerai l'Union africaine qui a, lors d'une session extraordinaire en novembre dernier, a nominément invité à donc appliquer cette résolution des Nations Unies liée à la JVEP. Et puis, je citerai également l'Observatoire international des maires du vivre ensemble, qui est né à Montréal, en collaboration avec le Cheikh Bentounes, notamment, et qui regroupe plus de 50 villes donc, et capitales du monde, dont Lausanne et Genève, en Suisse, et qui non seulement, bien sûr, a salué cette JVEP lors du sommet de Düsseldorf en septembre dernier, mais elle a décidé d'instituer au sein de son réseau, c'est-à-dire toutes les villes qui adhèrent à cet observatoire, s'engagent à inclure l'inclusion, là je fais un peu de répétition, dans leur mode de gouvernance. Donc c'est pour dire la fierté avec laquelle aujourd'hui
on peut parler de cette JVEP. Et puis, je terminerai par un dernier exemple, celui du témoignage du père de la sainteté, de sa sainteté, le pape, pardon, François, qui a souhaité qu'elle puisse permettre la construction, donc là je le cite, de ponts entre les hommes dans le respect de leurs différences et l'attention aux petits et aux pauvres, et favoriser ainsi l'avènement d'une véritable fraternité universelle et d'une civilisation de l'amour. Alors aujourd'hui, le fait de célébrer cette manière, cet anniversaire de manière virtuelle, c'est-à-dire à travers le web, évidemment est lié à la crise du coronavirus. Habituellement, les deux précédentes éditions permettaient aux personnes de se regrouper à travers des colloques, mais aussi à travers des festivités, des rencontres intergénérationnelles, interculturelles, etc. Donc aujourd'hui, cette crise qui est qualifiée par quasiment tout le monde de sans précédent dans l'histoire récente de l'humanité, elle a montré évidemment les faiblesses de notre humanité, mais nous disons qu'elle a montré surtout les faiblesses de cette humanité divisée par le chacun pour soi. Alors, comment renforcer notre conviction que nous vivons déjà ensemble et qu'il est possible de le faire dans l'harmonie et la paix, puisque c'est un fait, nous vivons ensemble, nous partageons une planète, mais est-ce que c'est possible et comment le faire dans la paix, dans l'harmonie, et pour que nous puissions briser un peu plus les murs qui nous divisent inutilement et retrouver enfin cette réalité que chacun de nous fait corps avec l'humanité. Bien évidemment, si nous posons cette question, et nous ne sommes pas les seuls, hein, la question effectivement de la thématique qui nous réunit, donc l'après-Covid, quel monde voulons-nous bâtir? C'est qu'on part du postulat que si nous ne changeons pas les comportements, les modèles, qu'ils soient économiques, politiques, éducatifs ou autres, les paradigmes, les institutions, nous risquons de retomber dans une nouvelle crise. Puisque, et certains experts disent qu'elle serait plus grave. Alors en effet, comment peut-il en être autrement si on cite que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Voilà donc un petit peu une petite introduction. Et donc moi, JVEP, je vais juste jouer le rôle du liant entre les différents intervenants et puis aussi avec le public qui va, j'espère, poser beaucoup de questions. Et donc, sont avec nous 3 personnalités de grande renommée qui vont apporter chacune donc une expertise complémentaire en nous éclairant sur les différents leviers et moyens d'amorcer un changement de la culture de domination et du chacun pour soi vers une culture de paix et du vivre ensemble, tellement nécessaire aujourd'hui pour les véritables défis à relever pour l'humanité future et même, je dirais, présente. Voilà, donc pour le déroulement de cette table ronde virtuelle, nous allons procéder en 3 temps. Donc un premier temps durant lequel chacun des intervenants va prendre la parole, un maximum 10 minutes, on va dire, pour répartir le temps. Ensuite, un second temps de parole, toujours en faisant intervenir chaque intervenant, chacun son tour. Et à ce moment-là, vous aurez l'occasion d'approfondir, vous verrez, et puis de vous répondre les uns les autres. Et puis surtout, on aura un 3e temps qui permettra de prendre des questions des internautes. Et à ce moment-là, on verra, on organisera donc la réponse aux questions. Voilà, donc pour les internautes, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur l'onglet « Questions » de votre écran. Donc, vous cliquez sur « Questions » et puis vous tapez au clavier votre question. Donc, nous allons commencer par donner la parole à Monsieur Bauwens, que je vais présenter brièvement. Donc, vous êtes écrivain, vous êtes chercheur et conférencier actif. Je vous ai bien découvert sur le web, et pas seulement sur le web. Donc, vous intéressez, vous avez beaucoup d'avis très réfléchis et pensés et fondés, et même, je dirais, théoriques sur la technologie de la culture et l'innovation des entreprises. Et vous avez utilisé la notion de peer-to-peer, qui est quand même une notion à l'origine informatique, donc dans laquelle les utilisateurs sur les ordinateurs communiquent entre eux, de pair à pair, sans passer par un moyen centralisateur. Et donc, vous avez repris cette notion, vous allez en parler, je pense, voilà, pour favoriser donc
une communication directe entre les personnes et la constitution de ce que vous appelez un commun, que je vous laisserai le soin, bien sûr, de développer. Voilà, donc vous avez P2P Foundation, qui est une organisation mondiale de chercheurs travaillant dans l'exploration de la production par les pairs, la gouvernance et la propriété, et vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages et d'essais, dont une thèse phare, The Political Economy of Peer Production, et vous êtes co-auteur de Peer-to-Peer, The Common Manifesto. Voilà, donc si vous permettez, je vous cède la parole. Voilà. D'accord. Ben, en tout cas, merci de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être en bonne compagnie. Oui, alors, donc, comme vous avez expliqué, donc, je pars d'un point de vue des communs et du pair à pair. Donc, je peut-être, parce qu'il y a quand même des gens dans l'audience qui ne sont pas au courant de ces concepts, brièvement expliquer de quoi il s'agit. Donc, les communs, c'est une institution humaine qui existe depuis l'aube de l'humanité et qui est tout à fait simple à comprendre. C'est une mise en commun d'une ressource. Et en fait, la définition qu'on emploie le plus, qui vient d'Elinor Ostrom qui a eu le prix Nobel pour l'économie en 2009, je crois, c'est la suivante. Donc, un commun, c'est une ressource partagée qui est maintenue ou protégée par une communauté humaine ou une coalition de partenaires et qui est régulée selon ses propres règles. Donc, les trois sont importants. Donc, c'est une ressource, il y a quelque chose qui est mis en commun. Ça peut être immatériel, logiciel libre, par exemple, mais ça peut aussi être matériel, une coopérative énergétique d'un village, etc. Alors, le fait que c'est une communauté, une activité, ça veut dire que c'est un choix humain. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent l'air est un commun. Pas vraiment. On a évidemment l'air en commun, mais ce n'est pas en commun. C'est-à-dire que l'air aujourd'hui n'est pas géré comme un commun. Il pourrait et il devrait peut-être l'être, mais il ne l'est pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une communauté humaine qui choisit de suivre cette voie. Et alors, l'autorégulation, ou l'autonormativité, c'est important parce que ça distingue les communs du marché et de l'État. Donc, c'est vraiment une institution indépendante. Alors, juste pour la petite histoire, par exemple, au Moyen-Âge, en Occident, le rituel catholique le plus important de l'année, qui était juste en même temps que Pâques, c'était la pérambulation des communs. Donc, chaque paroisse se définissait vraiment par rapport à la propriété commune de la paroisse qui donnait l'identité de la communauté. Et ça a largement disparu en Occident à cause du capitalisme et qui a privatisé les communs. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui? Moi, je vois l'histoire comme une sorte de respiration, un pendule, c'est-à-dire qu'il y a deux polarités, l'extractivité et la régénération. Et tout système compétitif a tendance à surutiliser ses ressources. Et donc, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que périodiquement, les sociétés, les civilisations vont collapser, si on veut, et il y aura une période régénérative. Et alors, chaque fois, on voit que les communs reviennent. Donc, pour donner un petit exemple, en Occident, après la chute de l'Empire romain, il y a une énorme communauté open source qui se forme, c'est les moines qui partagent leurs connaissances dans tout le continent. Ils relocalisent l'économie et ils mutualisent leur habitat, etc. Et alors, c'est important parce que les communs, au niveau de la crise écologique, ont un poids thermodynamique. On utilise beaucoup moins les ressources matière-énergie quand on mutualise que quand on privatise une ressource. Donc ça, c'est déjà au niveau écologique tout à fait vital. Et moi, je pense que la crise du Covid-19 montre assez bien le manque de commun. C'est-à-dire qu'on voit que, enfin moi je vis ici en Thaïlande, donc vous êtes sans doute au courant que donc ici il y a environ 4 morts par million, en Europe c'est 400 par million. Ici on fait du testing de masse, du contact tracing, disons qu'il y a une prise en charge beaucoup plus grande qu'en Occident, où on voit quand même très fortement un manque gouvernemental et marchand. Et c'est qu'on remarque aujourd'hui, quand on examine la réponse sur le Covid,
c'est aussi justement une revitalisation du commun. Donc, il y a par exemple en France, par exemple, 40 Fab Labs et d'autres communautés qu'on appelle les makers, qui se sont mobilisés vraiment d'une façon très très rapide pour produire ce que le marché ne produisait pas. Donc les masques, les ventilateurs, les valves, les matériels de protection. Et en même temps, on voit aussi que cette activité des communs a une très grande difficulté à se faire entendre et à être reconnue. Donc une des choses que, par exemple, dans cette crise, je travaille autour et je préconise, c'est une nouvelle forme de régulation que j'appelle la coopération public-commun. Donc, pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, donc à Bologne, il y a 5-6 ans, ils ont installé une régulation qui s'appelait, je vais le dire en anglais, The Bologna Regulation for the Care and Regeneration of the Urban Commons. Donc, c'est un règlement qui permet à chaque groupe de citoyens de dire nous voulons protéger, mettre en commun cette ressource. Donc, essentiellement des ressources urbaines, des communs urbains, comme on les appelle. Et donc, cette régulation, la première année, je crois, c'était 30 projets, puis 100 projets, et puis 300 projets de troisième année, a été repris par 250 villes italiennes. Il y a déjà mobilisé 1 million d'Italiens qui se sont engagés dans les urbains communs. Donc, la mutualisation des systèmes urbains. Donc, c'est ces choses-là qu'on a besoin. Donc, aujourd'hui, on a un système qui est orienté autour du marché capitaliste avec un État qui sert le marché. Donc, c'est, on va dire, une civilisation qui est orientée vers le profit et vers le marché. Mais on peut très bien s'imaginer d'autres formes de société qui sont orientées commun. Alors, comment ça marche? En très bref. Donc, quand on voit une constitution de ce que j'appelle donc une communauté de production entre pairs, comme la production des logiciels libres, les designs partagés, etc. Donc, on voit qu'il y a au centre une communauté contributive. C'est-à-dire que la valeur dans les communs, c'est pas la marchandise, c'est la contribution. Et puis, on voit qu'autour de ces communautés se créent des marchés. Alors, ces marchés peuvent être extractifs, donc négatifs pour les communs, mais peuvent aussi être positifs, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer des formes marchandes qui marchent et qui fonctionnent et qui sont bénéfiques à la communauté et aux ressources naturelles. Donc, c'est-à-dire il y a communauté productive, il y a coalition entrepreneuriale ou entrepreneuriale, comme je les appelle. Et ce qu'on voit aussi dans ces communautés, c'est qu'il y a des nouvelles formes d'associations. Donc, en anglais, on les appelle For Benefit Association, qui gèrent l'infrastructure du commun. Et c'est très différent des ONG classiques. Donc, une ONG classique, elle va collecter des ressources pour les redistribuer et gérer un système. Dans ces nouveaux types d'organisations, ils vont mettre ensemble toutes les ressources qui sont nécessaires pour que les gens puissent librement coopérer. Donc, par exemple, dans le monde open source, vous avez Linux Foundation, Drupal Association, etc. C'est la même chose dans les communs urbains. Pour moi, c'est un modèle de société. C'est-à-dire, le mode de valeur est la contribution et plus la marchandise. Donc, c'est-à-dire que la valeur est créée par des activités génératives. Par exemple, améliorer le sol, etc., etc. Des formes marchandes qui fonctionnent pour ces communautés. Donc là, on a un marché éthique génératif et finalement, ce que j'appelle un État partenaire, c'est-à-dire des formes d'institutions communes qui améliorent les capacités des gens à pouvoir contribuer dans ces systèmes-là. Voilà, ça c'est en gros l'approche que je défends. Et donc, on voit par exemple dans la crise du Covid qu'il y a vraiment une mobilisation substantielle de ce type de communauté pour solutionner tous les problèmes que, pour le moment, ni l'État ni le marché a réussi à bien gérer. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Et puis, je me rends compte que je ne vous ai pas suffisamment remercié de votre présence. Et donc, je retiens quelques mots-clés. Donc,
régénération des communs. Et cela me permet de faire la transition avec l'intervention de M. Boris Cyrulnik, que je remercie, ne pas oublier de remercier pour sa présence et puis pour sa disponibilité. Donc, vous êtes neuropsychiatre, vous êtes connu, mais je vais quand même me permettre de dire quelques mots sur vous. Donc, vous êtes directeur d'enseignement à l'Université de Toulon et vous êtes spécialiste de la résilience. C'est un concept, ou peut-être plus qu'un concept, qui permet finalement de comprendre ce qui se passe et peut-être dénouer après des chocs et des traumatismes, qui soient à l'échelle individuelle ou collective, et peut-être que, sans parler de trauma, enfin, je ne vais pas aller jusque-là, mais peut-être qu'on y est et que vous allez développer cette notion. Et donc, vous avez effectivement dirigé, et vous continuez, je pense, d'animer des groupes de recherche, notamment en éthologie, et vous avez aussi énormément contribué à ce que cette notion de résilience puisse être compréhensible par le plus grand nombre. Donc voilà, s'il vous plaît, pouvez-vous donc prendre la parole pour un petit moment? Oui, par contre, excusez-moi, j'ai quand même oublié de citer, je sais que vous avez beaucoup écrit, et donc vous avez écrit un merveilleux malheur, Les vilains petits canards, Parler d'amour au bord du gouffre, et puis vous avez aussi donc votre dernier livre qui est paru en 2020, La nuit, j'écrirai des soleils. Et je me permettrai de faire une toute petite parenthèse. Moi, je vous ai découvert avec Sous le signe du lien en 89. Voilà. Je vous prie de prendre la parole. Merci. Merci de m'inviter chez vous. Je garde un très bon souvenir de la réunion que vous aviez organisée à l'UNESCO. Je ne me rappelle plus en quelle année, où il y avait beaucoup d'amitié, de gaieté et de belles idées. Donc, je suis ravi que vous m'invitiez à nouveau. Merci. Alors, oui, je vais essayer de continuer ce que j'ai entendu. C'est que je pense que la catastrophe fait partie de la condition du vivant, pas seulement de la condition humaine, et que la catastrophe, c'est pas du tout la crise. La catastrophe, kata, à côté, coupure, strophein en grec, ça voulait dire prendre un tournant. Et là, on est en pleine catastrophe, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou bien on remet en place le système qui nous a mené au virus, et dans 2 ans, 3 ans, il y aura un nouveau virus. Or, c'est ce qui s'est passé régulièrement dans l'histoire humaine, où, pour des raisons de capital, comme M. Soares vient de l'expliquer, pour gagner un peu plus d'argent au moment du transport de la route de la soie, les commerçants ne respectaient pas la quarantaine et transportaient de manière répétée le bacille de la peste, et il y a eu une quantité très élevée de peste noire, de peste bubonnaire, de choléra, de typhus qui se sont répétés parce que les gens remettaient en place le même système de circulation des biens pour augmenter leurs profits. Et c'était un mauvais calcul parce que ça provoquait un tel désastre que non seulement ça n'augmentait pas le profit, mais ça ruinait des continents entiers. L'Amérique du Sud a été ruinée par un virus, probablement apporté par Cortés. L'Europe a été ruinée par une succession de pestes, donc c'est une mauvaise affaire. Cette manière, ce désir de gagner de l'argent, finalement, c'est une mauvaise affaire. Alors, sur le plan biologique, on constate qu'il y a des moments de chaos et on sait que dans le monde vivant, il y a déjà eu 5 extinctions. On sait que au moment des glaciations, au moment des réchauffements, au moment des glaciations, l'eau descend, au moment des réchauffements, l'eau remonte, et parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des coquillages ou des squelettes de poissons imprégnés dans la pierre, dans les montagnes, à 2000 mètres de hauteur. Donc ça veut dire qu'il y avait la mer à 2000 mètres de hauteur. Puis, une période de réchauffement est apparue, la mer a descendu, et on voit que 5 fois de suite, la vie a repris, mais sous une autre forme. C'était une autre faune et une autre flore qui apparaissaient. C'est la définition de la résilience. Reprendre une autre forme de vie après une catastrophe. C'est vrai pour les plantes, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les humains, c'est vrai pour les sociétés. Alors, sur le plan biologique, c'est vrai aussi pour nous, où on voit que 98% des espèces vivantes à l'origine ont disparu. On a les empreintes, on a les squelettes,
figé dans la pierre, on a des archives du passé, donc on sait qu'il y avait des êtres vivants énormes qui ont disparu de la planète. Et les mammifères, au contraire, se sont développés. Et nous participons aux mammifères. Nous sommes des mammifères humains, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus de la nature, on est dans la nature, et si on la détruit, eh bien, on partira avec eux, on partira avec les animaux, on partira avec les plantes, on partira avec les autres êtres humains si on continue à établir des rapports de compétition, c'est-à-dire celui qui stockera le plus d'aliments, celui qui en achètera le plus et celui qui déplacera les virus le plus autour de la planète. Parce que c'est ces deux mots, stocker des biens et les déplacer, c'est ces deux mots qui ont organisé les épidémies de peste répétitives. Alors, sur le plan psychologique, c'est la même chose. On constate qu'après une catastrophe, ou bien on ne redémarre pas, et dans ce cas-là, on est prisonnier du passé. C'est la définition du syndrome psychotraumatique. Si on n'aide pas les gens blessés, ils sont prisonniers du passé. Et ils passent leur temps à dire « mais pourquoi ça m'est arrivé ?» Et comme disent les gens très justement, « je ne m'en sors pas, je ne pense qu'à ça, je ne peux pas reprendre ma vie, je ne peux pas aimer, je ne peux pas jouer, je ne peux pas travailler. » Ça arrive. Si on ne fait rien, voilà ce qui se passe. Mais bien sûr, on va faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire pour redémarrer un autre processus de vivre ensemble. Et ça s'est déjà produit, soit après des catastrophes naturelles, des épidémies de peste, en 1348, 2 ans après, l'épidémie arrive à Marseille, 2 ans après, un Européen sur 2 est mort. Et 2 ans après, on voit apparaître une nouvelle forme d'art, l'art de la maison, les gibiers, les légumes, les fruits, la peinture, l'art de la maison. Et surtout, on voit que en 2 ans, avant 1348, la terre appartenait au seigneur. Quand le seigneur vendait la terre ou le château, il vendait les hommes qui travaillaient cette terre, c'était le servage. 2 ans après, il y avait tellement d'hommes morts que, pour que les paysans se remettent à travailler et produire des aliments, il a fallu les courtiser, leur donner une certaine valeur morale et sociale. 2 ans après, le servage a disparu en France, pratiquement sans débat culturel. Donc on a un choix, ou bien on répète la tragédie, c'est le syndrome psychotraumatique, c'est la répétition des épidémies, la répétition des guerres, ou bien on change de manière de vivre ensemble et on peut prendre une direction résiliente. Alors on a vu ça en 14-18, où en France, après avoir écrasé l'armée allemande, on a ruiné l'Allemagne et on l'a empêché de se reconstruire. Donc est arrivé, tout ce que gagnaient les Allemands était dérivé au titre des dommages de guerre vers la France. Donc ils ne pouvaient pas se reconstruire. Donc est arrivé un sauveur qui leur a dit « Moi je sais d'où vient le mal, Hitler, le responsable de notre catastrophe, ce sont les Juifs. » Et 20 ans après, il y avait une autre guerre mondiale. C'est-à-dire que ça s'est répété. Mais il y a en 39-40, il s'est passé aussi un phénomène étrange, c'est que les hommes ont passé une longue période de service militaire. Certains ont été engagés dans l'armée en 1937-1938. Ils sont rentrés chez eux après 3 ans de service militaire. 3 mois après, il y avait la mobilisation générale. L'armée allemande a écrasé l'armée française. Ils ont été prisonniers de guerre. Ils sont rentrés en 1945. Ces jeunes hommes, pendant 7 ans, n'avaient rien appris, sauf marcher au pas et tuer le temps. Pendant ce temps, les femmes avaient tout fait marcher. Elles avaient fait marcher l'administration, les hôpitaux, les champs, les machines étaient apparues, elles ont appris à les faire marcher et elles ont pris conscience qu'elles étaient capables de participer à l'aventure sociale. Et ça a été un point important du démarrage du féminisme, où les femmes se sont considérées comme des personnes et non plus seulement comme le second sexe chargé d'assister les hommes et de mettre au monde des enfants. Donc ça a été une véritable révolution culturelle à ce moment-là et un processus psychologique, relationnel s'est mis en place. On a vu la même chose après Tchernobyl. Avant Tchernobyl, il était impossible de parler authentiquement puisqu'il y avait un seul discours, c'était celui
des membres du comité central qui disaient ce qu'il faut dire, et on n'avait pas le droit de dire autre chose. Et puis quand il y a eu Tchernobyl, il a bien fallu donner la parole à des experts, à des agriculteurs, à des physiciens, à des médecins, à des démographes, à des généticiens, parce que beaucoup d'enfants arrivaient au monde avec des anomalies génétiques. Donc, c'est plus le comité central qui a eu la parole. Désormais, c'était le peuple, avec des experts. Et ça a été probablement le début, préparation de l'effondrement de 89. Il y a eu une véritable révolution culturelle. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Je pense qu'il, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il se passe un phénomène stupéfiant, éthique, moral. Pour la première fois dans l'histoire humaine, on ruine 190 pays pour sauver la vie de quelques centaines de milliers de personnes. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire humaine où jusqu'à maintenant, on a préféré laisser mourir des gens pour augmenter les profits. C'est-à-dire que là, il y a un problème faramineux, philosophique, peut-être religieux, existentiel à coup sûr. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait décidé? Il y a quelques générations, on aurait dit, ben voilà, le virus va faire provoquer la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il n'est pas question qu'on arrête l'économie pour ça. Eh bien là, on a décidé le contraire. Qu'est-ce que ça va entraîner sur le plan vivre ensemble? Probablement, il faudra tout repenser. Repenser, je l'ai dit tout à l'heure, les rapports entre les hommes et les femmes, mais ça, c'était déjà bien un chantier. Mais là, ça va être encore plus un chantier. Penser les rapports entre les êtres humains. Est-ce que c'est la peine de stocker des aliments qui sont des ressources, des créations de virus, hein, comme je le disais tout à l'heure, ce qui provoque les épidémies, c'est le stockage des aliments et le transport des biens. C'est ça qui provoque les pestes répétées et les guerres. Ou bien on peut très bien faire ce choix. Ça a été fait, hein, j'en parlais tout à l'heure. Il y a un danger quand même, c'est l'apparition d'un sauveur. C'est-à-dire que on est dans le chaos, on ne sait pas vers où aller, on voit bien ce qui se passe, où les politiciens qui font plutôt bien leur travail changent sans arrêt d'idées, puisque les experts leur donnent des consignes contraires à chaque fois. Donc forcément, ils changent d'idée. Alors, dans ce cas-là, ou bien arrive un sauveur qui dit « Votez pour moi, je sais où est la vérité ». Hitler a tenu ce discours, il a été élu démocratiquement. Un très grand nombre de dictateurs aujourd'hui sur la planète sont élus démocratiquement, parce que le peuple est en chaos, il ne sait plus où aller. Donc il faudra donner la parole à des philosophes pour qu'ils ne partent plus dans tous les sens et mettre au point des lieux de débat où on pourra débattre et non pas combattre. Et là, à ce moment-là, on verra apparaître une autre hiérarchie des valeurs, on verra apparaître probablement apprendre par essai-erreur de nouvelles manières de vivre ensemble. Donc je pense que ça va commencer très rapidement, il va y avoir des débats passionnants, il faudra éviter la répétition du même, il faudra éviter de voter pour un dictateur, mais il y aura des candidats, il faudra chercher à découvrir, comme vous l'avez proposé tout à l'heure, comment va-t-on s'organiser maintenant pour vivre ensemble harmonieusement. Merci beaucoup, vraiment merci infiniment. Donc, vous l'avez dit, il faudra donner la parole aux philosophes. Donc, pour une autre hiérarchie de valeurs, eh bien, on va s'exécuter tout de suite puisque Monsieur Reda Benkiran est docteur en philosophie. Donc, Monsieur Benkiran, vous êtes sociologue, vous êtes consultant auprès de grandes institutions internationales à Genève et à ce titre, vous avez conduit une recherche durant plusieurs années à propos de Boko Haram au Sahel, et je pense que vous allez en parler. Et vous êtes aussi chercheur associé au Centre sur les conflits, le développement et la paix de l'Institut des hautes études internationales du développement à Genève, et au laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs, Afrique Diaspora. Vous êtes membre de l'Institut de recherche philosophique de Lyon, et vous êtes auteur de 2 ouvrages, notamment Islam à la reconquête du sens, en 2017, et La complexité, vertige et promesse, 18 histoires de science, édition Le Pommier en 2013. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à prendre la parole. Vous êtes là? Ah,
Alors, Alors, bonjour à toutes et tous. On a un petit souci technique avec Monsieur Reda Benkiran. Donc, moi, je vous propose de poursuivre le débat. Et puis, si tout va bien, il nous rejoindra en cours de route. D'accord. Ben, d'accord, merci. On espère que Reda puisse nous rejoindre rapidement. Bien, écoutez, je vous propose de poursuivre, de vous répondre l'un l'autre. Donc, si vous voulez bien, Michel, reprendre le micro. Oui, merci. Okay. Oui, un grand merci pour cette présentation qui m'a beaucoup fasciné, et surtout pour les exemples historiques, parce que c'est vrai que ça donne espoir quand même quand on peut voir que dans le passé, il y a eu des moments historiques où les gens ont profité de l'occasion pour faire ces tournants. Et ce que j'ai aussi retenu, c'est c'est quand même cette réflexion sur le rôle du commerce par rapport au virus, ce qui est très intéressant. Alors peut-être partager une des façons dont on essaie aussi dans nos communautés de s'en sortir. Et donc on est en train d'inventer un mot qui s'appelle la production cosmolocale. Et la règle est très simple, c'est tout ce qui est léger et global et partagé, et tout ce qui est lourd est relocalisé dans la mesure du possible. Donc nous, on parle de la subsidiarité de la production matérielle. Il y a des choses qu'on a besoin, qui viennent d'ailleurs, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas nécessairement aller chercher de l'autre côté de la Terre. Et c'est très important. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on sait déjà qu'on dépense 3 fois plus de matière-énergie dans le monde pour transporter que pour produire. Donc, en relocalisant l'économie, c'est déjà 2/3 ou 3/4 même de matière-énergie qu'on ne va pas dépenser. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et donc, l'autre aspect, c'est plutôt l'aspect cosmo. Donc, c'est vraiment insister sur le partage de la connaissance. Parce qu'on peut très bien voir au niveau du virus comment ça peut mal tourner. Donc, il y a le bel exemple, c'est l'exemple du polio, où le docteur Falk a tout de suite mis le vaccin dans le domaine public. Donc, dans le monde entier, on a pu fabriquer à bas prix ce vaccin qui a sauvé des millions de personnes, et on a, je crois, même officiellement éliminé le polio. Je ne suis pas certain, mais en tout cas, ça a pratiquement disparu. Je crois même qu'on a dit que ça avait disparu. Un contre-exemple qui risque de se répéter, c'est l'exemple du sida. Parce que là, effectivement, pendant des années, 10-15 ans, l'industrie pharmaceutique a refusé de mettre dans le domaine public. Et donc, des médicaments qui coûtaient $120 à la production se sont vendus à 9 000, 12 000 dollars par an pour les malades. Donc, il y a vraiment des millions de personnes qui sont mortes à cause de cette privatisation de la connaissance. Et pour moi, c'est ça le problème clé de notre société capitaliste, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, on fait comme si la nature était sans limite. Donc, on a un système de croissance à l'infini dans un monde qui est en fait fini. Et par contre, les choses qui sont partageables, qui sont naturellement en abondance, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse pas les partager. Et ça, c'est vraiment le drame de notre économie politique contemporaine. Et donc, la proposition, c'est de évidemment renforcer cette logique, c'est de relaxer dans une grande partie toutes les restrictions sur le partage de la connaissance, et par contre, intégrer toute la connaissance des limites planétaires dans notre prise de décision quotidienne. Alors, juste pour donner l'exemple, j'ai publié un rapport qui s'appelle en anglais P2P Accounting for Planetary Survival. Donc, la comptabilité, c'est ce qui nous permet de voir le monde quand on produit. Et la comptabilité à double entrée ne permet pas de voir les écosystèmes, ne permet pas de voir les externalités sociales et écologiques. Donc, toutes les entreprises se gèrent dans un narcissisme, finalement, un narcissisme de comptable, parce qu'ils ne sont pas capables de voir l'écosystème.
Donc, c'est très important de faire des recherches à ce point de vue-là. Je donne 3 exemples. Donc, premièrement, il y a les comptabilités contributives qui sont en train de se développer. C'est très important. Donc, c'est les communautés elles-mêmes qui vont décider qu'est-ce qui a de la valeur pour eux. Ils vont créer une sorte de membrane autour de leur communauté qui va leur permettre de redistribuer la valeur qui rentre selon des critères éthiques différents. Deuxième exemple, c'est les comptabilités de flux. Donc là, tout de suite, on est dans l'écosystème. On voit pour chaque transaction ce que ça veut dire dans tout l'écosystème. Et troisièmement, on a aujourd'hui des comptabilités thermodynamiques. C'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui techniquement de non seulement compter les finances, mais de visualiser les flux matière-énergie. Je vais vous donner un petit exemple, comme ça vous comprenez. Donc, c'est un projet qui s'appelle Reporting 3.0. Donc, il propose de créer un conseil mondial qui s'appelle the Global Thresholds and Allocations Council. Donc, c'est un peu comme le Conseil mondial de la santé, où pour tous les éléments chimiques, on va voir combien est-ce qu'il y en a, quelle est la biocircularité de ces ressources. Et donc, on va intégrer ces informations dans les comptabilités. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait important pour les années à venir, c'est qu'on voit ce qu'on fait à la nature. Et moi, je dirais que, en gros, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la chose suivante. Donc en Occident, on a réussi, après la Deuxième Guerre mondiale, de faire un contrat social entre le travail et le capital. Ce qui était une bonne chose. Mais ça a été fait au prix de la nature et du Sud. Donc on n'a pas tenu compte des externalités que ça allait provoquer. Et je crois que le moment est venu, c'est de vraiment réfléchir un compact entre l'humanité et la nature. Donc on doit dépasser la vision de l'exploitation de l'homme par l'homme et on doit étendre notre identité, notre vision comme des êtres écologiques, et les abeilles, les vers de terre sont nos partenaires. On ne peut pas vivre sans eux. Donc, pour moi, le choc de la transition, j'espère qu'il va enfanter un nouveau système plus ou moins stable qui saura vivre dans ses limites planétaires et qui sera partagé toutes les connaissances qui sont nécessaires pour sauver le monde de tous les dégâts qu'on a déjà faits. Merci beaucoup. Je crois que nous avons Reda qui est disponible de nouveau. Ah. Avant que Reda... Oui, je vous en prie, monsieur. Allez-y. Merci, monsieur Boès, d'avoir réagi comme ça, parce qu'effectivement, on pensait que l'homme est au-dessus de la nature et que par conséquent, il peut piller la nature et établir entre les êtres humains des rapports de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on peut, quand j'étais enfant, on disait que les océans sont une richesse infinie et qu'on peut piller tous les poissons qu'on veut. Et on se rend compte maintenant qu'on est en train de polluer les océans et que les poissons sont en train de disparaître. On se rend compte qu'on ne peut pas piller la terre, on l'a fait, les paysans ne le faisaient pas. Mais nous, au nom de l'industrie rentable, on a pillé la terre, stérilisé les sols et modifié l'agriculture. Donc quand on agresse la nature, on se détruit. Alors vous avez dit que les vers de terre sont nos partenaires, ils ont le même équipement génétique que nous, ils ont 28 000 gènes comme les êtres humains. Les vers de terre sont vexés d'apprendre qu'ils ont pas le même nombre de gènes que les êtres humains, ils croyaient en avoir plus. Donc, ça veut dire qu'on fonctionne ensemble et si on détruit les vers de terre, on se détruira avec eux. Or, c'est ce qu'on a fait avec l'élevage. On a fait un élevage tellement énorme qu'on a pollué l'atmosphère avec l'index carbone, qu'on a augmenté l'effet de serre, et qu'on a calculé qu'un beefsteak argentin, avant d'arriver chez un boucher français, avait fait en avion 2 fois le tour du monde. Est-ce que c'est logique, ça ? C'est-à-dire qu'au nom d'une rentabilité sans fin, on a mis en place un système délirant. Délirant, ça ne veut pas dire psychotique. Déprivatif, lyra, sillon. On est sorti, on a été coupé des informations de la nature, de la réalité sensible, pour mettre au point un système coupé de la réalité, coupé de la nature, et donc déséquilibrant,
l'écosystème. Alors, avant que l'apparition de M. Reda, il est peut-être rentré chez lui, non? Avant le retour de M. Reda, c'est dommage, j'aurais bien aimé l'entendre. Avant le retour de M. Reda, ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient d'échanger pour le capitalisme, pour la production, le sprint de la production effrénée, production sans frein de biens, on peut le dire pour nos enfants. C'est-à-dire que on avait une culture du sprint et de la hiérarchie sociale tellement élevée qu'on a mis nos enfants au sprint. Les pays asiatiques, que j'aime beaucoup, j'étais au Japon, enchanté par les Japonais, mais ils ont mis au point un système éducatif et j'ai très souvent entendu la phrase « l'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance » parce qu'on surstimulait les enfants. Certains font des performances scolaires stupéfiantes, d'une intelligence admirable, à un prix humain exorbitant. Les femmes ne se sont jamais tant suicidées qu'en Chine aujourd'hui. Les garçons n'ont jamais autant décroché qu'au Japon aujourd'hui, où un garçon sur 3 refuse de participer à la compétition sociale et refuse même de rencontrer une femme. Il s'isole, il tire les rideaux avec des jeux vidéo et il est enfin heureux. Est-ce que ça vaut la peine de faciliter la réussite scolaire des enfants à un prix humain aussi élevé, alors qu'on sait que les pays d'Europe du Nord ont fait exactement le contraire. Ils ralentissent le développement de leurs enfants, ce qui leur permet d'obtenir des résultats scolaires équivalents aux Asiatiques, très bons aussi, mais avec un bénéfice humain faramineux. Diminution des suicides de 40% en 10 ans, disparition presque totale de l'illettrisme, diminution des troubles psychologiques très importants en 10 ans, le temps de développer un enfant. Quel choix a-t-on? Ou bien on fait sprinter nos enfants, comme on fait sprinter la culture, comme on fait sprinter l'élevage, comme on pille les océans, et on sait ce que ça donne, ou bien on met en place une autre manière de vivre, et je pense que maintenant, M. Reda Merci. Monsieur Benkiran, vous êtes joignable là, j'ai l'impression. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Bah, écoutez, je suis vraiment désolé de tous ces problèmes techniques. Je n'ai pu accéder aux échanges que depuis 5 ou 10 minutes. Je suis vraiment désolé. Donc, j'étais sourd à tout ce qui s'est dit. Ah, c'est dommage. Vraiment, voilà, donc je regrette de ne pas, entendre les interventions de M. Gouen et de M. Cyrulnik. Et donc, c'est un petit peu gênant. Je me retrouve un peu, alors peut-être, est-ce que laisser quelques minutes pour peut-être profiter du Ah, eh bien non, là, il n'a plus le son. Ben, je pense qu'on va quand même poursuivre. Et puis, je vous remercie tous les deux parce que finalement, je trouve qu'on a fait le choix de ne pas répéter le syndrome psychotraumatique et de démarrer à nouveau vivre ensemble. Et vous avez déjà abordé un certain nombre de prémices. Et puis vous nous avez dit, Monsieur Cyrulnik, que si on continue à détruire la nature et à promouvoir la compétition, on périra. Et là, vous le démontrez à travers des exemples de l'histoire. Et finalement, ce vivre ensemble, ce n'est pas simplement le vivre ensemble en paix entre les humains, mais c'est aussi le vivre ensemble avec le règne animal, vous l'avez dit, et aussi le règne végétal, et certainement le cosmos entier, puisque la planète est reliée à l'ensemble des autres planètes du système solaire et même au-delà. Et donc, je vous invite à poursuivre soit Michel, soit Monsieur Cyrulnik. Ah, Monsieur Boën, je connais mieux. Je crois que ça va être à vous, Michel. D'accord. J'aimerais bien peut-être faire une petite réflexion. Alors, j'ai pas lu le livre que vous avez mentionné au début, qui s'appelle Le Lien, je crois. Donc, Sous le ça signe m'intéresserait du lien. sous le signe du lien. Parce qu'en fait, le pair à pair, c'est quand même ça, c'est du relationnel. Donc, j'aimerais bien vous expliquer
un peu pourquoi les communs, c'est quand même intéressant au niveau relationnel. Donc, quand on fait du commun, on a un objet partagé. Donc, en anglais, on dit Object Oriented Relationality. Donc, on va faire quelque chose ensemble. Ça peut être faire du logiciel libre ensemble, faire un design pour une solution quelconque ensemble. Et donc, ça crée quand même du lien. Donc, ça va créer une affinité avec un but commun. Et qui va aussi, et donc, en fait, c'est aussi quand même, c'est quelque part, c'est un amour. C'est-à-dire que c'est un amour partagé d'un objet qui a de la signification pour tous les gens qui collaborent dans ce projet. Et c'est aussi, ça constitue aussi l'identité. Et moi, je vois beaucoup des jeunes aujourd'hui, quand on leur demande qu'est-ce que vous faites, ils disent plus je travaille chez Microsoft, ils vont dire je fais du Linux ou je fais X, Y, Z. Donc il y a vraiment un aspect identitaire positif qui se crée dans la contribution à un commun et surtout qui n'est pas localisé. C'est-à-dire, donc, enfin, qui est en même temps localisé et pas localisé. Donc c'est ça, c'est le cosmo-local. Donc vous faites de la permaculture, vous êtes très très fort ancré dans le local, mais vous partagez au niveau global toute la connaissance avec toutes les autres communautés qui font la permaculture. Donc ça, c'est très intéressant. Et alors, je voudrais dire un petit mot sur au niveau du lien du pair à pair. Donc, le pair à pair, c'est cette capacité de mettre en échelle la mise en relation. Donc, c'est-à-dire que historiquement, elle était très limitée à, on va dire, des petits groupes qui sont ensemble au niveau territorial. Et là, nous avons ajouté une liberté à l'humain qui est de se connecter par affinité à un niveau translocal. Mais ça a l'avantage, par exemple, je vais prendre l'exemple logiciel libre Linux. Donc, c'est peut-être 25 000 personnes dans le monde entier qui y travaillent. Mais le groupe, le nombre de personnes en moyenne qui travaillent ensemble, c'est 4. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'aussi garder une convivialité dans les relations. Donc, on n'est pas dans des grandes hiérarchies avec 20 000 personnes. Et moi, ce qui m'intéresse dans le pair à pair, c'est cette égalité aussi. Donc, c'est-à-dire que si nous rejoignons tous les deux un projet volontairement, il n'y a pas a priori une hiérarchie a priori. Donc, elle pourra s'établir au niveau de la réputation, au niveau de la contribution, etc. Mais ce n'est pas a priori une relation de dépendance. Et alors, psychologiquement, ce que je trouve très, très intéressant, et pour des gens sans doute comme moi et M. Cyrulnik, c'est tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'on fait un travail passionné, on fait un travail qu'on a choisi, on est œuvrier, comme on dit, c'est-à-dire on fait une œuvre, on participe à la création d'une œuvre dans sa vie. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même la passion qui prime. Donc, notre économie, elle est autour de notre passion. Et donc, ce bonheur que nous, on peut expérimenter, parce qu'on est quand même privilégié, il y a très peu de gens qui peuvent le faire, le pair à pair offre une sorte de modèle pour le généraliser à toute la population. Donc, moi, je crois très fort dans cette notion des communs de capacité. Donc, c'est un peu de mélange de Ostrom et d'Amartya Sen. Et c'est de dire que le but aujourd'hui d'une administration publique, c'est justement d'augmenter les capacités des personnes à contribuer à des projets communs. Donc, on n'est plus dans, on va dire, ce paternalisme de l'État social que je ne condamne pas, mais qui doit changer et s'adapter pour permettre beaucoup plus d'autonomie chez les citoyens. Voilà, je voulais juste mettre le lien entre cette pensée du lien et le fait que le pair à pair et les communs, c'est quand même très fort centré sur une nouvelle relationnalité qui n'est pas celle du marché, qui n'est pas celle de l'État, qui est quelque chose de nouveau. Et très ancien aussi, mais qui a une nouvelle vie aujourd'hui. Très ancien. Monsieur Cyrulnik, vous vouliez prendre la parole? Oui, c'est très stimulant parce qu'effectivement, la condition humaine est partie sur les rapports de force. Avant, quand on était quelques centaines de milliers sur Terre, on n'était pas très nombreux à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, la planète était occupée par
quelques centaines de milliers d'êtres humains, et il y a même un moment où l'espèce humaine a failli disparaître, mangée par les tigres à dents de sabre et par les léopards qui étaient très nombreux en Provence. Et donc on était à leur gibier. Et ils nous mangeaient. On a retrouvé un crâne d'enfant avec une dent de tigre plantée dans l'orbite. J'espère que l'enfant est mort d'un seul coup. Et le tigre n'a pas pu s'en débarrasser. On a retrouvé le cadavre avec les deux crânes imbriqués l'un dans l'autre. Donc les tigres à dents de sabre nous mangeaient. Et dans ce contexte-là, quand la glaciation est arrivée, les végétaux, les fruits ont disparu. Et qu'est-ce qui nous a permis de survivre? La violence. Les hommes, quelques hommes, ont inventé des armes pour tuer des gros animaux, des plus gros que les êtres humains, plus forts que les êtres humains, mais le monde de l'artifice du verbe et l'artifice de l'outil, nous a permis d'inventer des armes qui permettaient à des petits bons hommes et des petites bonnes femmes de tuer des animaux bien plus forts qu'eux pour les manger. Et la viande a permis la survie. Sauf que la viande consistait à tuer pour ne pas mourir. Et on est parti dans cette direction où la violence était une valeur adaptative. C'est-à-dire qu'on a valorisé les hommes plus que les femmes, parce qu'on le voit actuellement encore, dans les prisons, il y a très peu de femmes. Dans la violence conjugale, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes. Dans les accidents de voiture, il y a très peu de femmes. Dans les accidents, elles font plus de carrosserie que les hommes, mais elles font beaucoup moins de morts que les hommes, parce qu'elles conduisent les voitures pour se déplacer d'un point à l'autre et pas pour fumer, comme le font souvent les hommes. Donc ça veut dire qu'on est parti, la condition humaine est partie avec la valeur de la violence. Les aristocrates s'étaient emparés d'un territoire, ont fait la guerre aux voisins. Les peuples ont conquis leur territoire, toutes les frontières sont le résultat de guerres. Et la violence des hommes a été valorisée. Et on voit que ça a fait de la souffrance. C'est-à-dire que la mort était donnée constamment, la souffrance était donnée constamment, et le vivre ensemble était organisé par la loi du plus fort. Qui domine qui? Est-ce que les hommes dominent les animaux? Oui. Est-ce que les hommes dominent les femmes? Oui. Est-ce que les hommes dominent les enfants? Oui. Et c'est cette valorisation de la violence qui a organisé notre manière de vivre ensemble. Est-ce qu'on doit continuer? On voit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on est arrivé au point de rupture du profit, au point de rupture de l'accumulation des biens et au point de rupture d'un mode de socialisation qui maintenant, la violence aujourd'hui n'est que destruction. Elle a été construction peut-être à l'époque du glaciaire, quand il fallait tuer des gros animaux, mais dans notre nouvelle culture aujourd'hui, la violence n'est que destruction. Destruction de la famille, destruction des femmes, destruction des enfants et destruction des hommes entre eux. Et maintenant, destruction de l'élevage et destruction de la planète. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Alors je pense que là, je rejoins la phrase que je vous proposais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir inventer une nouvelle éthique et que je regrette beaucoup que M. Reda ne participe pas à la discussion. Sincèrement, moi aussi, c'est vraiment dommage, oui, mais j'espère qu'il va quand même pouvoir venir s'exprimer un petit peu. Là, on commence à avoir des questions, et si vous permettez, je vais vous relayer une question qui va alimenter les propos qui viennent d'être dits. Alors, la mondialisation peut-elle facilement céder sa place à un vivre ensemble qui sera le moteur pour la disparition de l'économie du profit? Monsieur Boas va s'empresser de répondre. Je pense que vous avez partiellement, vous venez, enfin tous les deux, chacun son tour, vous y avez un petit peu répondu. C'est le vivre ensemble, c'est le faire ensemble autour du commun, la mise en relation et cette notion d'égalité entre les personnes et ces rapports de force finalement qui créent le conflit et qui créent la domination. Enfin, je ne vais pas répondre à votre place, mais voilà, c'est ça que ça appelle en fait. Ah, on ne vous entend pas, Michel. Il faut ouvrir le micro, voilà. Voilà. Oui, je vais donner peut-être un exemple historique qui m'intéresse beaucoup, c'est les villes libres du Moyen-Âge. Donc, il y a au XIe siècle une sorte de révolution sociale qui a été décrite par un très beau livre qui s'appelle La première révolution européenne.
et qui a mené à une explosion de la productivité agricole. Et donc, du coup, il y a beaucoup de paysans qui ont commencé à s'enfuir de leurs terres et qui se sont retrouvés à faire revivre les villes. Et ils ont constitué des communs, c'est-à-dire des guildes, des associations de travailleurs qui avaient leur outil en commun et qui avaient des systèmes de sécurité sociale, etc. Donc, qui mutualisaient les risques de vie dans les nouvelles villes. Et ils ont quand même réussi à créer un marché qui a fonctionné pendant 2-3 siècles, qui était un marché qui était éthique, avec des notions comme le juste prix, etc. etc. Alors, évidemment, c'était une autre époque et je ne crois pas qu'on doit nécessairement copier ce qui s'est passé là. Mais moi, ce que ça m'apprend, c'est qu'il est possible de distinguer le marché et le capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a du marchand qui n'est pas nécessairement centré autour du profit. Et donc, le but aujourd'hui pour moi, c'est d'encadrer différemment l'activité marchande. Je vais vous donner un exemple. Il y a un très beau mouvement social qui s'appelle l'économie du bien commun avec Christian Felber. Donc, il a examiné toutes les constitutions européennes et il a conclu qu'il n'y a aucune constitution européenne qui dit que le marché doit servir pour le profit des actionnaires. Au contraire, toutes les constitutions disent très clairement que l'économie doit servir le bien commun. Deuxième étape dans ces raisonnements, il dit, mais en fait, le bien commun, ce n'est pas du tout métaphysique. On peut très bien se mettre d'accord démocratiquement pour déterminer ce qu'est le bien commun. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé des assemblées citoyennes depuis quelques années. Et aujourd'hui, ils ont une comptabilité avec 17 clusters d'impact positif, écologique et social. Et ce qui est intéressant dans la proposition, c'est de dire, on va commencer à juger les entreprises de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va faire dépendre les taxes et les subsides par rapport à un impact positif. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de changer le désir de profit en créant un extérieur qui change tout à fait tous les modes de récompense de l'action humaine. Donc ça, je trouve très intéressant comme approche, c'est donc de créer une structure autour des entreprises qui fait changer leur comportement. Parce qu'effectivement, un directeur qui est très prédateur ne sera pas du tout capable de jouer dans ce jeu-là. Donc, il va devoir être remplacé pour que l'entreprise survive. Et même, je dirais plus que probablement aussi d'autres structures dans l'entreprise, comme les coopératives, l'économie solidaire, l'entrepreneuriat social, les big corporations, tout ça. Donc, il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui recadrent le profit dans quelque chose qui est plus grand, c'est-à-dire une mission. Et en fait, quand on voit l'histoire des entreprises étaient des entreprises à mission au départ. Donc, il fallait une autorisation des monarques pour faire une activité commerciale qui était une activité à mission. Donc ça, c'est aussi une piste qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on peut mettre dans un contexte nouveau des structures qui sont devenues vraiment prédatrices dans leur nature. En fait, il y a énormément de questions, si vous permettez. Comme ça permet aussi de… Vous répondez au fur et à mesure, en fait, aux questions que je vois arriver. Donc, je vais quand même les poser. Quelle sera la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés? Alors, c'est un thème à lui entier. Là, je ne suis pas très à l'aise pour répondre, mais je pense que, comme d'habitude, M. Bohens connaît mieux la question que moi. Je pourrais dire quelques mots tout à l'heure. Alors, donc, je suis un peu plus dans les technologies, j'essaie de répondre. Ce qui est important pour moi, c'est encore une fois la notion des communs. Donc, aujourd'hui, une donnée, ce n'est jamais uniquement personnel. Donc, nos données sont des données relationnelles. Donc, quand on va sur Facebook, etc., on n'est jamais seul. On est en relation avec plein de gens et c'est ça qui intéresse les entreprises. Et donc, on est passé d'un capitalisme que je dirais marxien, où
Donc, on crée le profit par l'extraction de ressources naturelles et par le travail. On a aujourd'hui un capitalisme proudhonien. Et Proudhon, au XIXe siècle, il argumentait que le profit venait pas de l'extraction du travail, mais de la coopération humaine. Il disait on met 100 artisans ensemble, ils vont être plus productifs quand ils sont ensemble. Aujourd'hui, quand on voit donc les grandes entreprises, Uber, Google, Facebook, sont essentiellement des entreprises capitalistes proudhoniennes, c'est-à-dire qui exploitent directement la coopération humaine. Et donc, ils nous ont exproprié des données. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle doit être vue dans ce cadre-là. Ce n'est pas quelque chose qui en soi est bon ou mauvais. C'est une question de à qui appartient et qui gère et avec quel motif. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les algorithmes qui sont générés par l'intelligence artificielle sont générés pour créer du profit. Donc, par exemple, on va capter notre attention et on va favoriser les contenus émotionnels parce qu'ils captent plus notre attention. Mais le problème n'est pas essentiellement un problème de l'intelligence artificielle. C'est un problème du contexte dans lequel il est développé, qui est un contexte de propriété, de motifs, d'intérêt, etc. Merci. Merci. Effectivement, l'intelligence artificielle aujourd'hui est partout, que ce soit pour ce que vous venez de développer, pour nous influencer dans nos décisions, dans nos choix d'achat, mais aussi dans le domaine médical, puisqu'on va lire les radios, les IRM, on va les faire interpréter par des intelligences artificielles. On va aussi trouver notre route sur un autre GPS à travers un algorithme d'intelligence artificielle. Il y a même des décisions de justice qui sont rendues par des algorithmes d'intelligence artificielle. Maintenant, je pense que la question qui est posée ici, quand on nous dit quelle sera la place, ben elle aura, je vais dans votre sens, elle aura la place qu'on voudra bien lui donner. C'est-à-dire que si on veut l'utiliser pour continuer à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui, eh bien, elle va nous aider à faire la guerre, à servir les enfants, les hommes, les pauvres. Mais si on veut l'utiliser avec un nouveau système de valeurs, eh bien, ça sera possible. Mais il ne dépendra que de nous, entre guillemets, comme pour tous les choix qu'on va faire. Si vous permettez, j'aimerais bien vous donner un petit exemple que moi je trouve fascinant et je comprends que d'autres personnes seront peut-être choquées. Donc, il y a un mouvement technologique qui se développe parmi les gens qui s'intéressent à la blockchain et tout ça, qu'on appelle le mouvement de la nature souveraine. Et donc, l'idée, c'est que dans le passé, dans les civilisations tribales, il y avait du sacré. Et donc, on ne touchait pas certaines ressources parce qu'ils appartenaient aux esprits, aux dieux, etc. etc. Donc, c'était une sorte de protection de ces ressources. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui proposent de créer des forêts autonomes. Donc, pas seulement au niveau légal, comme en Bolivie et en Équateur. Donc, ça s'appelle, le mot en français, je ne connais pas, mais en anglais, on dit Distributed Autonomous Organization. Donc, imaginez-vous une forêt qui s'appartient. Donc, on appelle ça du non-dominium. Donc, elle appartient à tout le monde et à personne et elle s'appartient à elle-même. Cette forêt est équipée de senseurs. Donc, elle peut voir les atteintes écologiques qui sont portées. Donc, quand les senseurs lui disent qu'il y a des gens qui sont en train de surutiliser la forêt, elle peut mobiliser des avocats. Elle peut percevoir des ressources et elle peut payer des récompenses aux communautés qui la maintiennent. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise solution, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette créativité qui va dans cette idée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui réfléchissent à utiliser la technologie, pas pour exploiter, mais justement pour protéger la ressource. Donc, la ressource n'est pas privée, elle n'est pas gérée par des personnes qui se représentent l'humanité. La forêt se représente elle-même. Bon, voilà, c'est au niveau expérimental, mais moi, je trouve que c'est quand même intéressant comme façon de penser et d'essayer de recréer des formes très anciennes, mais avec des technologies nouvelles. D'accord. Il y a une question d'un internaute adressée à M. Cyrulnik. Juste avant de la citer, j'aimerais quand même rebondir sur ce que vous venez de dire.
Alors finalement, il y a une protection de la forêt par elle-même, mais moi je trouve ça extraordinaire. Et pourquoi ne pas aller vers une humanité qui aurait ses droits, qui pourrait revendiquer son unité et le fait qu'on ne puisse pas l'agresser dans son unité? Voilà. On peut aller aussi loin, pourquoi pas. Donc, Monsieur Cyrulnik, vous avez une question donc, qui vous est adressée. Comment sortir très concrètement des rapports de domination, quels qu'ils soient? Y a-t-il des modèles historiques en ce sens dans l'histoire de l'humanité? Alors, je pense qu'on peut sortir des rapports de domination à condition de s'entraîner à établir des rapports de coopération. Mais on est beaucoup plus soumis aux pressions de l'environnement qu'on le croit. Sauf qu'on peut agir sur l'environnement qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté et donc un degré de responsabilité. Jusqu'à maintenant, on voulait agir sur les hommes en leur demandant d'être de plus en plus violents, forts, pour prendre le pouvoir et imposer le pouvoir à tout le monde. C'est comme ça qu'on a fait du social. Or, on constate qu'on est beaucoup plus soumis au climat qu'on le croyait, beaucoup plus soumis aux arbres qui nous entourent, aux animaux, et qu'on est beaucoup plus soumis à la manière dont on organise nos sociétés. Par exemple, quand je suis arrivé au monde, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une mégapole, New York. Aujourd'hui, il y a 28 mégapoles. Et les êtres humains se précipitent dans les villes et renoncent à la campagne. Et on voit ce phénomène stupéfiant que j'ai vu en Asie, en Chine, que tout le monde a vu dans tous les pays du monde, hein, où on voit le centre des villes avec des tours techniquement extraordinaires, et dans ces tours, les relations humaines sont très différentes. Par exemple, dans les mégapoles, on voit facilement se mettre en place les rapports de force, parce que on ne peut pas connaître tout le monde dans une mégapole, donc on fait un petit clan, où là on est entre amis, on est en sécurité, et on méprise ceux qui ne sont pas du clan, que ce clan soit un clan religieux, un clan philosophique, un clan scientifique, ou un clan commercial, et les rapports de force se mettent en place tout seuls. Or, il y a un juge qui vient d'intervenir, c'est le virus. Et le virus frappe surtout dans les mégapoles. En France, dans les régions rurales, il n'y a presque pas de virus. Dans les régions bordelaises, il n'y en a presque pas. J'habite à la Seine, au bord de la mer, où il y a un grand espace, une petite ville, et beaucoup d'espace au bord de la mer. Il y a eu moins de morts que l'an dernier. Parce que le virus n'est pas heureux. Il ne peut pas se développer, puisque c'est nous qui transportons le virus. Donc il ne peut pas se développer. Or, nous avons inventé des mégapoles pour des raisons de sprint, pour des raisons de surproduction, pour ce qu'on est en train d'échanger depuis un certain temps maintenant. Et donc on crée le mécanisme régulateur qui est le virus. Et il y a d'autres mécanismes régulateurs, c'est que par exemple, on sait que dans les mégapoles, la violence redevient une valeur, alors que dans les campagnes, quand on se connaît, dans les petits groupes humains, quand on se connaît, c'est la coopération qui est un régulateur. C'est plus la violence n'est que destruction quand on connaît les gens, la violence est construction quand on les connaît pas. Donc l'urbanisme sûrement, on a négligé l'importance de l'urbanisme. Et on est en train de découvrir à quel point le quartier joue un rôle majeur. Pour favoriser le virus, pour favoriser la violence et pour favoriser la déculturation, où est-ce qu'il y a le plus de virus actuellement en France? Dans les régions pauvres. Seine-Saint-Denis, parce qu'on a empilé les logements, parce que l'école ne réunit plus les gamins, les jeunes, donc les rapports de force se remettent en place très vite. Et le virus, avec ces gens côte à côte, il n'y a plus les gestes barrières ne sont pas respectés, et le virus est très heureux et il tue beaucoup. Alors qu'au contraire, dans les régions bordelaises où les maisons sont grandes, dans d'autres, là où j'habite, où l'espace est grand, le virus ne tue pratiquement pas. Donc, ayant compris ça, il faut qu'on développe ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Il faut qu'on donne la parole aux architectes, aux sociologues, pour qu'ils nous disent comment il va falloir construire un nouvel habitat
pour qu'on puisse continuer à avoir entre nous des rapports culturels, des rapports de production. On a bien sûr besoin de produire, il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on s'habille, on a besoin de produire, mais pas n'importe comment, et surtout pas au sprint. C'est-à-dire qu'il faudra demander aux architectes d'inventer de nouveaux modes d'architecture, un nouvel urbanisme, et je crois que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a déjà organisé un réseau qu'elle appelle le réseau des 100 villes résilientes, où beaucoup d'architectes, beaucoup de pompiers, beaucoup de soigneurs sont déjà en chantier pour répondre à cette question. Merci. Alors, la liste de questions s'allonge. Alors, il y en a une qui est un peu courte, mais voilà. Quelle place du féminin pour la paix et le vivre ensemble? Et une deuxième, quand même, parce qu'elle peut peut-être rejoindre vos propos. Pensez-vous que pour créer ce nouveau monde, après la catastrophe, il doit y avoir un processus de destruction, pardon. Donc, il y a deux questions. La place du féminin pour le vivre ensemble, la paix et le vivre ensemble. Et l'autre question, en gros, est-ce qu'il faut détruire pour reconstruire? C'est à Cyrulnik que vous posez cette question? Allez-y. J'ai l'impression. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de féministes dans l'Assemblée parce que mon espérance de vie va être écourtée. Il y en a. Je pense que actuellement, ce qui fait la nouvelle hiérarchie, c'est l'école. La nouvelle aristocratie, c'est l'école, c'est les diplômes qui font aujourd'hui la nouvelle aristocratie. Quand je suis arrivé au monde, c'était la force physique et la violence qui faisaient l'aristocratie. C'est comme ça que les aristocrates ont pris le pouvoir, c'est comme ça que les peuples ont tracé les frontières par la guerre. Les femmes sont moins douées pour la violence. En revanche, quand l'école, le diplôme organise la nouvelle hiérarchie sociale, les femmes font de très bonnes performances. Elles font des performances de mieux en mieux. Pour une raison biologique, c'est que les femmes sont XX, chromosomiquement, et les hommes XY. Or, les généticiens nous expliquent que le chromosome Y est un chromosome fragile. Quand une tare chez une femme est portée par un chromosome X, s'il n'est pas porté par l'autre chromosome X, la petite fille se développe bien. Alors que si une tare est portée chez un garçon par un chromosome X, il n'est pas contrebalancé par le chromosome Y qui est asymétrique et la tare s'exprime. Dans les consultations de pédopsychiatrie, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Le développement des petites filles est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus facile, elles apprennent vite et elles ont, à 12 ans, on évalue à au moins 2 ans leur avance neuropsychologique. C'est-à-dire que c'est faramineux au point de vue intelligence et au point de vue résultats scolaires. Quand la nouvelle hiérarchie se fait d'après les résultats scolaires, les femmes sont excellentes. Elles sont de mieux en mieux, elles prennent confiance en elles sont plus stables que les garçons, et surtout au moment du bac, les femmes, les filles de 16-17 ans sont des jeunes femmes équilibrées émotionnellement, qui ont terminé leur fatigue de croissance, qui savent faire un planning pour leur journée de travail et qui savent mettre en place un processus, un projet d'existence. Les garçons à 16-18 ans sont des branleurs. C'est-à-dire qu'ils grimpent au mur, ils explosent de vitalité, ou tout d'un coup, ils sont en pleine fatigue de croissance. Ils ont un retard de développement neuropsychologique d'au moins 2 ans sur les filles. Donc, il y a là une injustice biologique, cette fois-ci en faveur des filles, font que les filles prennent de plus en plus le pouvoir. Et on le voit en médecine, où 70 à 80% des chefs de clinique sont des filles. Je me suis occupé du pôle psychologique du magistrature à l'école de magistrature de Bordeaux. Il y a des années où plus de 80% des magistrats étaient des femmes. Elles n'ont pas volé leur diplôme. Elles ont travaillé, elles ont organisé, elles sont en place. Donc on voit que la hiérarchie sociale qui jusqu'à maintenant était organisée par la violence des hommes, la force physique, aujourd'hui n'est que destruction. C'est-à-dire qu'une nouvelle
une nouvelle hiérarchie est en train de se mettre en place, et l'aristocratie est celle du diplôme, où les femmes font d'excellentes performances. Est-ce que c'est un progrès? On voit que ceux qui n'ont pas accès au diplôme, ce sont les largués de la culture. Et qu'est-ce qu'ils emploient comme mot? Eh bien, exactement comme avant la Révolution française, la haine des clercs, la haine des nantis. Et maintenant, les nantis, c'est les diplômés, c'est-à-dire les femmes. Et on voit se mettre en place une nouvelle misogynie qui n'est pas le mépris des femmes comme avant, mais qui est la haine de leur réussite sociale. Et on voit aux États-Unis, en Angleterre, des groupes d'hommes qui se réunissent. Ce sont des hommes massacrés par la culture, pas de famille, pas de diplôme, tout seuls toute la journée, quelques bières à la main, et rapidement tentés par le suicide, alors que les femmes dans la même culture s'épanouissent. Donc, je pense qu'on est en train de mettre en place une nouvelle hiérarchie sociale où l'injustice biologique, cette fois, est en faveur des femmes, ce qui va reposer un nouveau problème conflictuel, et on le voit déjà aux États-Unis, où des groupes d'hommes sont d'une violence extrême contre les femmes. Ils s'estiment écrasés par les femmes qui, effectivement, aux États-Unis, s'épanouissent de mieux en mieux. Donc je pense que si on veut éviter la répétition d'une tragédie relationnelle, avant c'était la loi du plus fort physiquement, maintenant ça va être la loi de la plus forte psychiquement, les femmes, la plus forte intellectuellement, les femmes, ça va remettre en place une nouvelle hiérarchie de la loi du plus fort, sauf si on accepte de réfléchir à une nouvelle manière de vivre ensemble, sans la haine, sans se faire la guerre. C'est possible, mais il faudra pour ça faire des débats où les philosophes et les sexologues auront un rôle majeur à tenir. Donc il faudra poser les problèmes de manière totalement différente. Qu'est-ce qui fait que actuellement les filles se développent bien? C'est un progrès. Il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Quel va être l'effet secondaire de ce progrès? Voilà, je pense qu'avant ma réponse, Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes avant la fin. Il y a une question qui va s'adresser à Michel directement, et puis une autre à laquelle on ne va pas répondre, mais je vais quand même la médiatiser, on va dire. Quelle serait la place des médias dans vos projets respectifs? Aujourd'hui, aucune TV de grande audience n'a parlé de la JVEP. Est-ce normal? Donc ça, c'est la question à laquelle je ne sais pas si on va y répondre. On va répondre. Par contre, l'autre question, dans les sociétés traditionnelles, la notion du bien commun était une réalité avant de devenir une théorie ou un concept. Les valeurs humaines l'emportaient sur les valeurs monétaires. Pourquoi les sociétés industrialisées ne s'en sont pas inspirées? Vous avez 1 minute 30. Oui, donc j'ai uniquement parlé des médias. Donc je crois que le problème... Oui, parce que sur 1 minute 30, on a besoin d'1 heure et demie pour répondre à l'autre question. Oui, moi je crois qu'on est effectivement dans une crise médiatique. Donc d'un côté, il y a les masses médias qui sont en débandade. J'ai lu un article hier sur les chiffres aux États-Unis. C'est l'âge moyen des gens qui regardent CNN, c'est 65 ans. L'âge moyen des journaux, c'est un peu du même genre. Donc il y a d'un côté donc un mainstream qui est en débandade, et de l'autre côté, malheureusement, donc une fragmentation énorme des nouveaux médias de réseau, et avec un vrai problème de vérité. Donc là, on est dans une période entre les deux, où nous avons en fait perdu notre capacité en tant que société d'établir une vérité en commun. Et pour moi, c'est très, très dangereux. Donc moi, je plaide pour les curateurs. C'est un peu pro domo parce que je suis aussi curateur, mais aussi des collectifs de curateurs, c'est-à-dire des gens qui ont la confiance et qui ensemble font des sélections et commandent des sélections, etc. Donc c'est d'une couche qui n'existait pas dans le passé, et je crois que dans les médias des réseaux, on a besoin de cette couche parce qu'on a eu l'illusion qu'on pouvait faire des choses sans médiation. Et en fait, on voit où il n'y a pas de médiation, il y a d'autres médiateurs qui se mettent en place. Aujourd'hui, c'est YouTube et Google, etc., qui filtrent tout ce qu'on reçoit. Et certainement avec Covid aujourd'hui, il y a une énorme poussée vers la censure. Et donc,
entre la production des connaissances et la réception, aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui est censuré, parce qu'on ne le voit pas. Et ça, c'est très dangereux. Merci. Monsieur Cyrulnik, vous voulez dire un mot avant? Parce que là, ça va être le mot de la fin, on va dire. Oui, je regrette qu'on n'ait pas 5 ou 6 semaines pour parler de ça. Je pense qu'on aurait un grand plaisir à échanger et on fait que poser mais c'est passionnant. Merci de nous avoir invités parce qu'on voit comment les nouveaux problèmes commencent déjà à pointer leur nez. Ça va être passionnant. J'espère que ça sera fertile. Merci. Michel, vous vouliez clôturer avec un dernier mot? Non, je crois que c'était très agréable d'écouter M. Cyrulnik et merci d'avoir tout organisé. C'est bon, dommage pour M. Reda. Oui, c'est vraiment dommage. J'espère peut-être que vous pouvez organiser autre chose qui permettra de l'écouter. En tout cas, je me permettrai quand même de dire qu'il y a de 17h à 18h30, donc le même événement avec des personnes spécialisées de la médiation. Voilà, vous avez évoqué la nécessité d'une médiation, donc voilà, vous pourrez suivre la table ronde si vous souhaitez. Je vous remercie infiniment. C'est vraiment, moi j'ai passé aussi un très très bon moment. Merci d'avoir répondu présent et merci pour vos apports très très riches. Et j'espère sincèrement que Reda aura l'opportunité de s'exprimer dans le cadre de cette JVEP avant minuit aujourd'hui. Voilà, je vous dis au revoir. Oui, un grand merci. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde et merci pour les internautes d'avoir posé des questions qui ont permis le débat. Voilà, et puis de réfléchir encore puisqu'on n'a pas tout résolu. Hein.